c'est l'entrée en matière du chamanisme, c'est les rituels. C'est indispensable de vivre des rituels pour ressentir les choses. C'est un petit peu comme ouvrir ses canaux. C'est brancher sa Wi-Fi. Alors, qu'est-ce que le chamanisme? On va commencer par là. Le chamanisme, pour moi, parce qu'il y a plein de visions différentes, pour moi c'est une philosophie, c'est une manière de voir la vie, c'est une manière de se comporter par rapport à tout ce qui nous entoure, aux gens, à tout ce qui nous entoure. Dans certains ouvrages, on lit même, c'est une religion. Alors, pourquoi pas? Puisque le terme de religion dit, on croit à quelque chose de supérieur. Dans le chamanisme, on croit à quelque chose de supérieur, puisqu'on demande nos guides. Et je crois que la grande différence entre le chamanisme et d'autres religions, ils ont besoin pour certains de grandes cathédrales, de mosquées, de temples, d'édifices, etc. Nous, en chamanisme, notre édifice, c'est l'univers. Donc, où que nous soyons, on se connecte à l'univers. Donc, un chaman, c'est un intermédiaire entre le monde visible et invisible. C'est quelqu'un qui va chercher l'harmonie entre l'univers et les individus. Son job, c'est ça. Alors il va passer par des soins, il va passer par des rituels, il va passer par ce qu'on appelle récupération d'âme. Les blessures font qu'on perd des petits morceaux de sa brillance, je dirais. Il va chercher ça. Son but, c'est de chercher l'harmonie. Alors, le chamanisme, il existe à travers le monde entier. Le mot chaman vient plutôt de Mongolie, Sibérie, etc. Mais on pourrait dire chaman, homme médecine, on pourrait dire autre pays, gourou, etc. En fait, ils font tous la même chose. Et qu'est-ce qui les relie, tous ces chamans? C'est leur fonctionnement. Ils fonctionnent tous avec des rituels et ils fonctionnent tous en se reliant au monde invisible et en se reliant à leur guide. Et c'est leur guide qui va leur permettre d'avoir des réponses. Un chaman ou un homme médecine, c'est avant tout un médium, puisque c'est un intermédiaire, il reçoit les informations. Et s'il commence à gouverner tout ça, c'est son ego qui prend le dessus et il n'est plus neutre. On est bien d'accord. Un chaman, un sorcier, un homme médecine, tout, c'est pareil. Hein, un marabout, c'est pareil. Il va travailler avec des choses qu'on ne voit pas. Et souvent, ils sont considérés là-bas un petit peu comme des fous, parce qu'ils ne sont pas comme les autres, ils ont des yeux comme ça, mais en fait, ils sont connectés à tout. Mais leur principe est toujours le même, rechercher l'harmonie. Donc, comme je vous disais par rapport à l'informatique au départ, nous, l'homme occidental, européen, il va brancher sa Wi-Fi pour arriver à se connecter. Ah, j'ai pas de connexion, je peux pas. La différence, c'est que le chaman, lui, donc je dirais chaman pour remplacer tous ces mots, hein, c'est plus facile. Hein. Donc le chaman, lui, il va, avec une purification, avec son tambour, il va se connecter et il va être dans, c'est pas un état second, on peut aller jusqu'à la transe, mais dans un état où des informations arrivent et ce qui lui permet de pouvoir communiquer avec tous les éléments de la nature, le monde végétal, minéral, les animaux, avec tous les éléments de la nature, il aura des réponses et des messages qui pourront aider la personne. Donc le chaman, il fait des soins, et ces soins peuvent être faits individuellement, pour des groupes, pour une collectivité. Donc voilà, en gros, les grandes lignes du chamanisme. Je ne vais pas en dire plus, parce que ça serait vraiment un débat que sur le chamanisme. Ce que je voulais vous donner, c'était surtout la première vision du chamanisme et qui nous permettra de passer après aux runes et de savoir qu'est-ce qui relie le chamanisme et les runes. Pourquoi? Par rapport à tous ces chamanismes, ils s'adressent aux quatre éléments. Hein, je m'adresse à l'ouest, je m'adresse à l'est, au sud, au nord. Quand vous les avez sûrement vus, un chaman, quand il fait le rituel, il baragouine, il se tourne, il baragouine, il baragouine. Qu'est-ce qu'il baragouine en fait? Il s'adresse aux quatre éléments
Et il demande de l'aide et de l'assistance à ces 4 éléments, mais derrière les éléments, il y a donc la direction, il y a l'élément, l'air, le feu, la terre, le vent, il y a les animaux de pouvoir, il y a les ancêtres et tout ça. Alors des fois j'entends des gens dire, mais non, le rituel il commence par l'ouest, parce que l'ouest c'est rouge. Je dis, mais non, l'ouest c'est noir. Et en fait c'est tout pareil. Parce que la réalité de tout ça, c'est que le chamanisme est issu de la tradition primordiale, c'est-à-dire du début de l'humanité. Et c'est pour ça que, après il y a eu des déformations, mais la réalité, les chamans existent depuis la nuit des temps. Et cette connexion, selon les pays, ils la voient de manière différente. Parce que en Amérique du Sud, par exemple, ils vont considérer que la vie commence à l'Est, et du coup, ils vont faire leur rituel en commençant à l'Est, en demandant, puisque le soleil se lève, c'est le début. Bon, dans la tradition primordiale, je suis plus de la tradition primordiale, même de la tradition primordiale, carrément. Puisque celtique, machin, tout ça, ce sont pour moi des différents. C'est comme une boule à facettes, vous regardez un côté, un autre, mais en fait tout est pareil. Alors autant se situer au-dessus. Et donc, pour moi, la vision de cette petite histoire que raconte le chaman quand il tape sur son tambour, c'est le voyage de l'âme en fait. C'est le voyage de l'âme, puisqu'au début il s'adresse à l'ouest. Et l'ouest, qu'est-ce qui se passe à l'ouest? Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Il se couche. Il arrive d'où? De la terre. Il arrive d'en haut le soleil. C'est la terre qui tourne, mais on va imaginer que le soleil descend comme ça, cette sensation que le soleil descend, il arrive, il rentre dans la terre. Donc c'est pour nous l'arrivée de l'âme, ça correspond symboliquement à l'arrivée de l'âme qui va rentrer dans la terre pour se préparer à l'incarnation. Donc c'est pour ça que quand on s'adresse à l'ouest, je ne vous ferai pas toutes les portes, mais je vous ferai celle-là par exemple, quand on s'adresse à l'ouest, on dit que la couleur c'est le noir, puisqu'on va au centre de la terre, et en allant au centre de la terre, en fait on va à l'intérieur de soi, et on se prépare à l'incarnation en faisant un point avant de rentrer, de s'incarner. Parce que ça fait un peu peur de s'incarner. Donc on se prépare, on dit que l'animal de pouvoir c'est l'ours, parce que l'ours l'hiver il va dans sa caverne, il fait ça, et c'est une étape nécessaire pour pouvoir évoluer. Et l'élément de cette porte, j'allais dire, la porte de l'ouest, c'est la terre. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les autres portes, ça serait trop long, hein. Et le principe, c'est ça. Après, l'âme, une fois qu'elle est incarnée, elle ressort, elle fait un voyage, elle va respirer, et sa vie, ça fait un grand tour, et ça revient au point de départ. Ce sont que des cycles. Et c'est là que je fais ma liaison avec les runes, parce que dans les runes, en fait, vous pouvez acheter plein de bouquins en chamanisme, vous pouvez acheter plein de bouquins avec des runes, vous allez avoir une connaissance théorique. Le chamanisme, j'ai vu des personnes arriver en me disant, moi, je connaissais tout, plus que moi, je suis amérindien surtout. Quand il a commencé à lire les premiers rituels, il dit, mais en fait, je ne sais rien du tout. Et les runes, c'est pareil. Vous pouvez prendre des bouquins, dire, ah ben tiens, celle-là, elle veut dire ça, celle-là, elle veut dire ça, celle-là, elle veut dire ça. Mais les runes ont été transmises par une tradition orale. Pourquoi par la tradition orale? Qu'est-ce qui fait la différence entre une tradition orale et une tradition écrite? D'après vous? Énormément de choses. On est d'accord? On est d'accord. 1. La vibration. Quand on transmet quelque chose, dans la vibration, on ne passe pas forcément par le mental. On est comme en télépathie en fait. L'énergie qui est partagée, les cellules l'enregistrent. On lit, ça reste là-dedans. On ferme, votre vie a changé, que dalle. Ça n'a pas changé. Donc, ce qui est important quand on fait quelque chose, c'est que ça transforme notre vie. Et pourquoi la transformer? Pour être heureux. Si vous êtes heureux, vous ne serez pas là. Alors après, être heureux, c'est un autre débat. Mais je veux dire qu'il y a ceux qui se posent des questions et qui ont envie de bouger,
et d'évoluer, parce que tout évolue aujourd'hui sur la Terre, en énergie. Et il y a ceux qui font ça et qui disent moi tout va bien. Hein, le pied dans le plâtre, j'ai perdu mon boulot, moi tout va bien. Chacun son chemin. Alors, le lien, alors des fois je m'égare quand je parle, hein, comme ça, hein, c'est pas grave. Pour moi c'est pas grave, peut-être pour vous. Alors en fait, le lien entre le chamanisme et les runes. Les runes, avant de vous dire ce que c'est le même principe. Dans les runes, c'est un système comme un grand soleil. Ce sont des lettres, c'est un grand cycle. En fait, ce cycle, il est exactement comme font les chamans. Il commence par l'ouest, il commence par l'incarnation, il continue par l'évolution. Après, il y a la respiration, il y a la bouche, il y a la naissance, il y a tout ça. Une fois qu'il y a un cycle, hop, il y a un autre cycle qui recommence. Et tout est relié. Donc c'est ça le véritable point qui n'est pas souvent trouvé dans les bouquins parce que c'est quelque chose que l'on vit. Alors je vais recommencer par les runes. Les runes, voilà, ça ressemble à ça. Ça se peut se faire sur... Je ne ferai pas faire une grande théorie sur les runes, ça serait trop long, hein, mais simplement une approche rapide. Hein. Les runes, ce sont des dessins comme ça, toujours des traits, et qui sont faits sur différents supports. Ça peut être du bois, ça peut être une feuille, ça peut être... Il n'y a pas vraiment tel support est indispensable. Celui qui est le plus utilisé, c'est les pierres, bien sûr, parce que ça se garde, ça se transporte. Et la tradition veut même que les runes soient dessinées en rouge. Pourquoi? Parce que avant, ils se saignaient, ils traçaient leurs runes avec leur sang. Par contre, ces runes, personne ne les touchait, parce que c'était une puissance énorme. Donc, le mot rune signifie secret, chuchotement, pour transmettre un rituel. Changement, c'est un chuchotement d'ordre initiatique. Donc vous voyez, on est loin de ce qu'on voit dans les bouquins. Ça veut dire ça veut dire que tu vas être heureux, ça veut dire que tu... On est dans un ordre initiatique. Et c'est pour ça que je parle de la guidance de l'âme, parce que dans les runes, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. On peut très bien parler du quotidien, mais on peut très bien aller chercher beaucoup plus loin pour savoir où on se situe dans notre vie aujourd'hui, pourquoi on vit ça. Donc, les runes, il y a 24 runes et une 25e qui est arrivée après. Ces 24 runes, c'est un peu comme l'alphabet. L'alphabet, on dit, quand on appelle l'alphabet, c'est alpha, bêta. C'est les deux premières lettres de l'alphabet grec. Par contre, les runes, on appelle ça le futhark. Très important, la langue entre les deux. Futhark. Ça, c'est les puristes qui disent ça. Futhark, pourquoi? Parce que ça correspond aux premières initiales des 6 premières runes. Feu, Urus, Suriza, Ansus, Kenaz. Donc, c'est pour ça on parle du Futhark, comme on parlerait de l'alphabet. Alors, ces runes, elles sont composées de 24, et la 5e qui a été créée après, c'est Word, c'est la destinée. Alors, certains puristes disent, c'est pas bon, hein, c'est pas dans la tradition, c'est pas bon. Moi, j'adore cette rune. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'évolution. Et que ce qui nous est transmis par les runes, maintenant, on est prêt à avoir d'autres informations qu'au départ, il n'avait pas. Donc, moi, je l'accueille comme ça. Et cette dernière rune, c'est la destinée. C'est le destin, c'est la destinée, dans le sens où, quand on travaille sur soi, quand on fait certaines choses, sur son évolution, on se remet en question, on change nos croyances, à un moment, il se passe quelque chose. Mais il se passe quelque chose parce qu'on l'a préparé. C'est pas, je reste chez moi, je fume des cigares, je bois des bières, je regarde la télé, ça va changer. Là, ça ne change pas. Donc c'est ça, ce qu'elle veut dire. C'est je dirais, c'est le cadeau. C'est un petit peu le cadeau. Alors, je vais vous parler des autres 24 runes. Les 24 runes, elles sont groupées en 3 groupes de 8. On appelle ça des ouettes. On peut l'oublier, c'est pas grave. Hein. Donc 3 groupes de 8. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qui est caché derrière. Moi, c'est ça que j'adore. Hein. C'est de voir
la magie, pourquoi il y a une magie dans les runes? Parce que plus on les étudie, plus on remonte, on dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas l'homme qui a pu créer ça, c'est pas possible. C'est tellement complexe, il y a tellement d'informations. Donc, il y a 3 fois 8 runes. Déjà, 3, c'est un chiffre symbolique, hein. La trinité, la non-dualité, c'est peut-être le but d'arriver à 3. Et après 8, c'est le cycle, c'est l'infini, c'est le changement. Donc avec ça, l'homme va évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que c'est transmis par la tradition orale, c'est que ça veut dire secret et chuchotement d'ordre initiatique, c'est qu'on ne peut pas découvrir les runes du jour au lendemain comme ça. C'est quelque chose qui monte en nous, et c'est quelque chose ça s'éclaire, et on le comprend parce qu'on est prêt à passer des portes. Alors, ces 3 mondes de 8 runes, ce sont 3 cycles d'évolution de l'homme. La première partie, il s'agit des biens de ce monde. Là, le monde est là. L'être, l'âme, hein, arrive, pouf. La première rune, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est l'équivalent de la porte de l'Ouest en chamanisme. C'est exactement pareil. Seulement, entre une porte et une autre porte, il y a des sous-portes. Des petits escaliers pour arriver. Mais donc, c'est la première. L'âme arrive, elle va s'incarner, elle a tout ce qu'il faut, etc. Donc, on est bien dans la matière. Et tout ce qui va se traiter dans la première partie, ça va traiter la matière, mon boulot, mon évolution, l'abondance, ça va traiter de la joie, ça va traiter de l'ouverture d'esprit, etc. Après, on va passer dans le deuxième groupe. Je résume quand même tout ça, parce que si je devais définir tout, ça serait trop long. Hein, donc, je vous donne des grandes images, des grandes lignes. La deuxième partie, ça concerne les dieux. Les dieux, ils arrivent et ils disent, ben, on va s'occuper du petit maintenant. Hein. On va voir s'il aime vraiment les autres. Et on va voir s'il s'aime vraiment, quoi. Et là, ça commence. Les récompenses, mais aussi toutes les épreuves. Mais les dieux sont toujours là pour nous aider. Alors quand je dis les dieux, que ce soit bien clair entre nous, c'est quelque chose de supérieur. Je ne suis pas dans le monde... je suis dans quelque chose de supérieur nous guide et nous aide à faire ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça que ma philosophie, c'est j'ai la foi dans la vie. Mais c'est plus fort que la foi en moi ou la foi en qui que ce soit, c'est dans la vie. Parce qu'on est guidé à condition d'ouvrir les yeux et de repérer tous les signaux que l'on reçoit et d'accepter qu'à un moment, il faut qu'on change quelque chose. Donc, l'histoire, dans la deuxième partie, les dieux nous font traverser toutes ces épreuves. Et au bout d'un moment, ils se disent, ben, le petit, il a bien travaillé, hein. Alors maintenant, il est libre. Ben, c'est pas un cadeau non plus. Hein. C'est la troisième partie. Là, c'est comme encore une nouvelle vie. Parce qu'en fait, dans votre vie, vous vivez plusieurs vies. Et donc cette troisième vie, c'est l'homme est libre et doit vivre sa liberté. Avec toutes les conséquences que ça a. Parce que quand on est libre de faire ce qu'on veut, ben on est quelquefois seul, on perd des gens, parce que du coup, on a envie d'être qui on est. Et on dit, oh, ben, t'es plus comme avant, t'as changé. Merci, c'est le plus beau compliment que tu peux me faire. Ça prouve que j'évolue. Donc, cette troisième partie, c'est ça. Pour arriver à la fin du grand cycle, on arrive à... La dernière rune, c'est un petit peu... la maison, c'est Odala, c'est un petit peu la maison de l'âme. C'est un peu la maison d'être. Hein. C'est... on arrive au bout du chemin. Alors, il y a des puristes qui disent « Non, celle-là ne doit pas être la dernière, c'est l'autre, c'est l'autre. » Pareil, pour moi c'est pareil. C'est une question de philosophie. Donc, la dernière rune, elle nous dit voilà, tu es arrivé au bout, tu as l'héritage des ancêtres. Là, on parle d'un héritage immobilier, hein, mais pas tiens, je te passe ta carte de crédit. On a l'héritage des ancêtres, que ce soit spirituel et à tous les niveaux. Et avec cet héritage, on recommence un cycle, mais ce cycle, on le recommence en laissant derrière tout ce qui ne nous appartient pas. Papy, arrière-papy, ça, tu te le gardes. Vous avez essayé de me le refiler, mais moi, j'en veux pas. Ça ne me concerne pas.
C'est ça la dernière rune, c'est l'aboutissement. Est-ce qu'on connaît leur origine, d'où elles viennent au départ? Merci. L'origine des runes. Alors, les universitaires considèrent que cet alphabet runique a été utilisé après Jésus-Christ, 1000 ans après Jésus-Christ, on a commencé à l'utiliser. C'est une version. Il y a une autre version qui nous dit qu'en fait, 700 ans avant Jésus-Christ, on a trouvé des pierres, mais que ce soit en Amérique du Nord, on a trouvé des pierres gravées avec des runes. Donc l'origine, on ne peut pas dire, on sait que ça remonte. Personnellement, la vision que j'ai, elle est peut-être d'autres spécialistes de runes vont dire, c'est d'où il sort ça, quoi. Parce que personne n'était là. Hein, on peut dire ce qu'on ressent. Pour moi, l'origine des runes, c'est quelque chose qui a été mis à disposition des hommes par peut-être des extra-humains ou ce qu'on veut, de manière à comprendre ce qu'ils vivent et à décoder au fur et à mesure l'évolution individuelle, l'évolution de la nature, l'évolution de l'humanité. Et du coup, c'est quelque chose de quasiment normal quand on regarde comme un calendrier, de se dire, mais en fait, on en est là. Et parce qu'on en est là, c'est l'étape nécessaire pour changer. Par exemple, si on est, je disais, je pense à la glace. Hein. Il y a une rune qui s'appelle Isa, ça représente la glace. On en est à la glace, tout est figé, on ne peut plus bouger. C'est ce qu'on appelle un peu la stase. C'est cette rune qui dit, mais en fin de compte, je vous arrête, je vous bloque, individuellement, collectivement, etc., pour que vous preniez conscience et je vous protège comme ça, pour ne pas foncer dans le mur. Je vous arrête, je vous protège, et en même temps, réalisez ce que vous devez changer en vous pour que ça change. Si vous ne changez rien en vous, je vous bloque. J'ai compris, je suis dans le jugement, je suis... je ne sais pas. On comprend quelque chose, on modifie quelque chose, et là, la glace fond. La glace devient de l'eau, naturellement, et l'eau, elle va nourrir la terre, et la terre, elle fait quoi avec cette eau? Des fleurs. Des fleurs. Et on crée un nouveau cycle. Alors, par rapport à l'histoire, à l'historique, que ce soit la boule de cristal ou les runes, il y a l'histoire qui est contée, c'est le dieu Odin. Souvent, quand on parle des runes, on dit « Ah, mais t'es un houdiniste !» Et on fait référence au dieu Odin, et ça, c'est la mythologie. Donc, toutes les mythologies grecques, germaniques, etc., donc toutes ces c'est une information qui nous est passée sous forme d'histoire. Mais ce n'est pas anodin. C'est exactement comme les proverbes. Quand on prend chaque proverbe, on se dit, mais attends, comment ils ont fait pour amener ce proverbe? Il ne vient pas de n'importe où, ce proverbe. Donc la mythologie nous dit quoi? Le dieu Odin, c'est lui qui a créé le monde. D'accord? Alors, bon, à cette époque-là, il y avait plein de dieux, le dieu de ci, le dieu de l'autre, etc. Et il y avait en face, toujours, les méchants, c'était les géants. Alors, je vous la fais court comme ça. Hein. Odin, il s'est battu, il a tué le géant, et avec sa peau, il a fait la terre, avec son sang, il a fait l'eau, avec ses poils, il a fait... Même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. L'idée, c'est ça. Il a construit le monde. Donc, c'est pas n'importe qui, Odin. Hein. Il a construit l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est le petit creux où Odin demande au Dieu, lui qui est le Dieu créateur de l'univers, il demande à avoir la connaissance des runes. Ah tiens, lui il crée le monde, mais il s'adresse à quelque chose de supérieur encore pour avoir la connaissance des runes. Moi c'est ça, c'est ces petites impasses qui font réfléchir. Donc ça veut dire qu'il y a un autre niveau. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un rituel, il s'est pendu à ce qu'on appelle l'arbre cosmique. C'est l'arbre qui relie le centre de la Terre au monde céleste. Donc il s'est pendu par les pieds pendant 9 jours et 9 nuits pour avoir la connaissance des runes.
Et donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si on analyse 9, ce que ça veut dire, c'est un cycle. 9, c'est la fin d'un cycle, on recommence quelque chose. C'est aussi, je m'attache par les pieds pour que mes peurs, que j'arrête de bouger, et que du coup, mes peurs descendent à la conscience, que ma tête est en bas, et que ces peurs, je les donne à la terre. Donc, quand on regarde derrière, tout a des significations. Donc, Odin, il s'est pendu tout seul par les pieds pendant 9 jours, 9 nuits, et pendant cette période, qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé le ciel, il a vu les étoiles, et on dit qu'une des éléments qui a composé les runes, c'est l'astronomie. Parce qu'on retrouve des noms de planètes dans les runes, comme Horus, etc. Et on pourrait dire qu'à l'époque, ça leur servait pour se diriger. Et Horus et Odin, donc il a eu la connaissance, et ce qu'il a fait, donc il est tombé, il a eu toute l'information des runes qu'il a pu transmettre. Mais ce qu'il a fait en plus, il s'est crevé un œil. Il a dit, écoutez, j'en veux plus, je veux avoir la sagesse. Donc je me crève un œil pour avoir la sagesse. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Si on le prend au premier niveau, attends, 2G ça sert. Si on le prend à un autre niveau, on se dit, mais en fait, on n'a pas besoin de voir. C'est là qu'on relie le chamanisme. On a besoin de se connecter à quelque chose, mais c'est sûrement pas les yeux. C'est pas les yeux qui vous font voir le monde invisible. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui vous font ressentir comment est cette personne, qu'est-ce qui se passe, où elle a des problèmes, etc. Et c'est cette symbolique, c'est ne faites pas confiance à votre vue, parce qu'elle passe par le cerveau. Ne faites pas confiance à vos oreilles, parce que vos oreilles passent par le cerveau. Faites confiance à votre troisième œil ou à votre 8e chakra, qui est l'ouverture, tout en étant ancré dans la terre. C'est-à-dire pas partir avec les oreilles. Donc on a vu qu'on travaillait sur des cycles. Les runes ont servi à faire... elles servent à quoi, les runes? Une autre question. Tu as pensé. Elles servent à faire des divinations, qu'on utilise plus en guidance. Personnellement, je l'utilise en guidance parce que pour moi, la différence entre guidance et voyance, voyance, c'est tu vas avoir un boulot, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir ça, ou tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Ça veut dire qu'on est des marionnettes et que non. Voilà. La guidance, c'est tu peux te trouver dans cette impasse et il faut que tu prennes conscience que tu dois modifier ça. Ok, je comprends ce que j'ai à modifier. Le rôle des runes, c'est ça. C'est de guider, d'éclairer le chemin des personnes pour qu'elles arrivent à être heureuses et être dans la sérénité. Pas plus compliqué que ça, hein. C'est pas mal. Hein. Des runes, mais les runes aussi, on fait des soins avec les runes. Pourquoi en fait? Comment on peut faire des soins avec les runes? Ce qu'il faut savoir qu'une étude scientifique faite par des neurologues ont montré que si on stimule le cortex visuel par des drogues psychédéliques, ça va créer des formes géométriques. 4 formes géométriques. Ces 4 formes géométriques, en fait, cette étude a prouvé que tous les neurones étaient interconnectés. Et on s'aperçoit que quand on prend ces 4 formes géométriques, on peut dessiner toutes les runes. C'est pour ça que, par rapport à la tradition, à la connaissance des runes, il peut y avoir différents noms par rapport à une rune, à une syllabe. Généralement, la première lettre est toujours la même, mais il peut y avoir plusieurs noms. Ne vous en faites pas. Hein? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, voilà. Ne vous engluez pas là-dedans, c'est pas un souci. Il peut y avoir différences de prononciation, etc. Même des petites variations de dessin. Ça, c'est encore autre chose, je vous expliquerai pourquoi. En fait, par cette explication scientifique, on comprend que la rune, elle agit sans qu'on la connaisse. Parce qu'il y a une connexion qui se fait avec le subconscient, qui fait que c'est comme s'il y avait un switch du cerveau, et ça passe par la cellule. Ça passe par le cortex, ça passe par les neurones, ça passe directement. On n'a pas besoin de comprendre.
Et c'est pour ça qu'en chamanisme, on utilise dans ce qu'on appelle huttes-sudation, on se met dans une petite maison, on met du feu au milieu, et on met des runes, et on reçoit le message des runes. Et en même temps qu'on reçoit ce message, on reçoit un soin. Donc voilà à quoi servent les runes. Je vais vous parler de la première rune, pour essayer de vous faire comprendre un petit peu. Je ne vous parlerai que d'une rune, hein, parce qu'il y en a 24. La première rune, vous voyez, loin? Pas beaucoup, hein. J'ai que ça, de toute façon. Voilà, ouais. Ah, ça, je vois, bien secret. Ça, c'est la première rune. Elle vous fait penser à quelque chose? Une branche. Une branche. Une branche. Ouais. Une antenne. Un double Y. Une antenne, oui. Elle s'appelle Féou. Hein, elle s'appelle Féou. C'est la lettre qui correspond à l'alphabet, la F. En fait, ça c'est un bonhomme. Et ce bonhomme, qu'est-ce qu'il fait avec ses bras? Il fait ça. Donc, il sème. Il sème les graines. Ça peut être un agriculteur qui sème les graines. Ça peut aussi quelqu'un qui dit, écoutez, quelqu'un qui sème la bonne parole. En tout cas, c'est le début de quelque chose, puisque c'est on pourrait dire, le potentiel de l'âme. Parce que maintenant, dans le côté pratique, ça s'appelle le bétail, vous le verrez sur les bouquins, le bétail, avec le bétail, ben, si on le développe, c'est l'abondance. Vous aurez cette information. C'est intéressant dans le quotidien. Mais en fait, à un niveau supérieur, qu'est-ce que ça veut dire quand on tombe sur une rune comme ça? C'est que l'âme arrive et ça correspond à l'ouest. Ça correspond à l'élément terre, puisque on va semer. Et c'est la période où l'âme se prépare. On dit que chaque être, chacun d'entre nous arrive sur terre avec un don. Et le travail d'une vie, c'est de savoir quel est ce don et pourquoi. On me dit des fois dans les guidances, quelle est ma mission? Quelle est ma mission? Quel est ce don? Alors, cette graine, un petit peu, c'est on a tout en nous, seulement il faut donner les bons ingrédients, le bon environnement, le bon chemin. Et donc on retrouve la porte de l'Ouest, on retrouve la terre. Et maintenant, on va voir quelque chose d'étonnant. On va prendre cette lettre et on va l'inverser. Et ici, on imagine que c'est la terre. Si on inverse, ça donne ça. Vous voyez? Je fais en plus épais. Hein, en fait, j'ai inversé. Hein. Okay. On s'aperçoit qu'à ce niveau-là, oui, c'est vrai que ça peut être... J'ai un beau stylo que j'ai perdu. Voilà. En fait, on voit que cette rune mise à l'envers, ça devient un compas. Un compas dont la pointe est là. C'est le centre. C'est le centre du... c'est un petit peu comme on dit, c'est le tout et le rien. C'est le début de tout. Ça se trouve là. Et quand on fait pivoter la rune en tournant, ça va nous faire un point, un premier cercle et un deuxième cercle vu de haut. Hein? C'est la notion de... La cercle, c'est la relation avec la divinité qui est en nous. Mais en même temps, c'est aussi comme une pierre qu'on jette dans l'eau, et les ondes vont aller de plus loin, de plus en plus loin. Ça veut dire qu'au départ, il se passe une toute petite chose. Vous mettez en place quelque chose, vous arrivez sur Terre, vous êtes la graine,
Et selon la manière dont vous allez modifier les choses, avancer, etc., il va y avoir des répercussions sur vous, mais sur tout l'univers, et notamment sur tous les gens qui vous entourent. Et la porte de l'Ouest, c'est la mer. La mer-terre. Mais c'est aussi la mer qui nous porte, qui nous nourrit et qui nous permet de démarrer. Et quand on, si, bon, on n'a pas le temps, mais si on passait différentes runes, on verrait que dans ce voyage, la rune passe par la terre, passe par l'élément feu, passe par l'élément eau, et en même temps, elle passe par le père, d'abord la mère, mais après la mère et la dualité avec le féminin, après la dualité avec le féminin et le père, et après la dualité entre le père et le masculin, et entre chaque étape, on arrive à un équilibre entre le féminin et le masculin. Donc ça veut dire que dans le chemin de l'âme, donc ce que nous décrit les runes, hein, en fait, c'est qu'il y a toutes des oppositions qui se font, après on arrive à un équilibre féminin-masculin, on repart sur une nouvelle porte, des oppositions qui se font, et le but c'est d'arriver à la non-dualité et à l'amour inconditionnel de l'autre, mais inconditionnel ça ne veut pas dire dans tout, non, c'est d'abord s'aimer soi, hein, pour être clair, l'amour inconditionnel de soi, et ensuite, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, je le fais sans rien attendre. Il est content, il est content, il n'est pas content, il n'est pas content. Moi j'ai fait avec mon cœur, maintenant, on ne peut pas faire plus. Donc, en fait, c'est ça l'histoire que nous racontent les runes. On fait un rituel de connexion. C'est-à-dire qu'au départ, on se pose des questions, on pose une question, etc. Mais la question est souvent mentale. Tiens, je veux savoir ça, parce qu'on est toujours pressé de savoir ce qui va nous arriver, on a peur, et c'est normal. Hein. Et à la fois, le rituel nous permet de nous faire une connexion, j'appelle à l'âme, une connexion supérieure, pour se savoir quelle est la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui. Parce que la réponse, c'est bien, mais si c'est la réponse à la mauvaise question, ça ne vous fait pas avancer. Et le plus important, c'est d'avoir la bonne question. Et il y a des personnes qui arrivent, il y a des personnes qui n'y arrivent pas, mais même celles qui n'y arrivent pas, elles ont des fois des visions, des images. Les images qui sont données dans ce rituel sont déjà des informations, comme si le subconscient n'était pas prêt à recevoir des mots, donc on lui voit ça en image, en symbole, et les symboles déjà expliquent. Tout est là déjà. Donc voilà. Et pourquoi on fait un rituel? Alors personnellement, quand je fais une guidance, je commence par un rituel, je fais la boule de cristal, parce que là, on est obligé d'être complètement aligné, on ne peut pas être dans la parole. Et après, je passe aux runes. Parce que les runes doivent vous donner, c'est elles qui vous donnent l'information. Compte tenu, je n'ai pas mon bouquin, là, j'ai un bouquin comme ça, que j'ai fait sur toutes les runes et tout ça, mais si vous deviez lire ce qui est écrit, en tout cas rien que sur ce que j'ai écrit moi, sur chaque rune, vous serez noyé complètement. Donc on apprend, on met en mémoire, et après on se connecte pour savoir ce qui est important et ce qui doit sortir. C'est pour ça qu'on fait un rituel. Si on fait la même chose de manière rapide, comme ça, on aura des informations, évidemment. Mais ça dépend de quel niveau d'information on va avoir et du message. Et la boule de cristal, alors, c'est quoi exactement? Alors, la boule de cristal, là, j'ai un stage qui commence ce week-end. La boule de cristal, c'est pareil, on le fait après le rituel, et on regarde la boule de cristal, et il y a des images qui arrivent. Dans la boule. Dans la boule de cristal. Il y a des images qui arrivent, on ne les comprend pas, on ne sait pas ce que ça veut dire, on les écrit. Et si on n'est pas vraiment connecté, on ne voit rien du tout. On fait ça, on peut rester 3 heures devant, on ne voit rien. Si on est connecté, personnellement, ça fait quand même quelques temps que je fais ça, j'ai jamais eu la même image. C'est fou, parce qu'on pourrait dire, tiens, je fais mon subconscient fait des liaisons entre telle problématique et ça. Pas du tout. C'est toujours des images différentes, et quand on écrit, on se dit, mais ça n'a ni queue ni tête, ni queue ni tête, ni queue ni tête. Et quand on les relit, pouf, tout se met en route. Et on comprend tout.
Et déjà, ça permet d'avoir une information par rapport à la question que se pose la personne. Et ensuite, le fait de faire les runes en étant tout à fait canalisé et non pas dans le mental, là, du coup, l'information, elle se complète et elle se confirme en même temps. Donc, ok, on est vraiment sur le bon chemin, sur la bonne réponse, parce que faire une guidance à quelqu'un, c'est une responsabilité, dans le sens où on va l'aider à passer des portes. Et on va lui dire comment les passer. Et on va l'aider à ça. Et voilà. Donc voilà, il y a une préparation pour la boule, et tout le monde peut voir dans la boule de cristal. Hein. Il n'y a pas les êtres qui sont désignés par les dieux, qui peuvent, et les autres non. C'est tout le monde peut voir. C'est une question de travail sur l'ouverture. Voilà. Ancré et connecté au céleste pour que les informations arrivent. Avec des pierres, ils tracent sur des pierres, ils jettent et ils font la divination. Et comme ils faisaient à l'époque, c'est le chef qui disait on va avoir une bataille, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, ce qu'on nous conseille. Là, on a faim, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ben voilà les solutions. C'était une divination pour aider la tribu à trouver les solutions aux problématiques. Il l'utilisait comme ça au départ, la rune. Et c'était donc, alors on pouvait l'appeler le chaman, l'homme médecine, le guérisseur. C'était la personne qui avait travaillé le plus, alors je ne dis pas qui avait la facilité, mais qui avait travaillé le plus la connexion pour savoir lire le message et recevoir le message sans être dans l'ego. Ce que j'appelle l'ego, c'est tiens, je profite de ma force pour raconter ce que je veux. Et je fais des floritures, Ça, quand ça vous retombe sur la tête, ça fait mal. Donc il faut être vraiment très juste et oui. Et si on a plus de ressenti que d'image, s'il n'y a pas d'image? Ça se travaille, ça. Ça, c'est une limitation du cerveau qui vous limite. Alors, on a plus de facilité pour certains à avoir des images, à avoir quoi que ce soit. En tout cas, en ce qui concerne la boule de cristal, tout le monde voit les images. Et peut-être c'est une porte pour permettre de voir quelque chose et du coup d'allier à ça le ressenti et la vision. Et là, je suis clair, tous les gens qui travaillent sur la boule de cristal ont vu les images, ont eu les réponses, ont eu les symboles, et ont pu expliquer à la personne ce qu'ils ont. Des informations avec un simple verre. Donc c'est pas le matériel qui fait. En matériel, ça coûte rien. Il y a un verre et de l'eau. Les runes, on va chercher des pierres à dégaler à la mer. On prend les traces. Et avec rien du tout, on fait tout ce matériel. La seule chose qu'il faut acquérir le fonctionnement. Il y a comme un genre de rituel avant de pouvoir voir des images dans une boule, comme une méditation, quelque chose comme ça. Ça se passe en un week-end. D'accord. Donc le premier week-end, on fait un travail sur les glandes, on fait un travail sur l'ouverture, on fait un travail sur le troisième œil, sur le fait d'avoir une autre vision. Hein. Et le lendemain, on travaille sur la boule, ou sur le verre-ballon. Et là c'est scotchant. On regarde et les images arrivent. Et du coup, après, en fin de week-end, vous pouvez faire une guidance à quelqu'un dans le groupe. Ils se font des guidances les uns les autres. Alors non seulement on fait de la formation, mais en plus on a plein de réponses à plein de questions. Et je trouvais que il y a ces deux aspects qui sont super. Quoi. C'est aussi une thérapie pour nous-mêmes. Dans la lecture de la boule de cristal, je pense pas. C'est quoi? Thérapie, c'est je soigne quelque chose. C'est une aide au développement de la perception. C'est pour ça que je parle de clairvoyance, de clairaudience, etc. Parce que c'est une ouverture qui permet du coup de capter des choses. Et en plus, si on lit ça avec les formations de chamanisme, avec l'initiation chamanique et tout ça, mais du coup, la perception elle est de plus en plus importante. Et on ne se rend pas compte soi-même. Mais si au bout d'un moment, on dit, tiens, mais j'ai vu rentrer des personnes et je fais ça,
tiens, je vois les vies de chacun, je vois ce qui se passe, etc. Mais à un moment, ça se fait au fur et à mesure, ça se fait tout seul. Voilà, donc c'est une aide à... Et en même temps, ça peut être considéré comme un plaisir personnel de partager avec des personnes, pas faire simplement un job avec ça, mais le plaisir de dire... Et en même temps, il y a quelque chose, et peut-être là je rejoins ton côté thérapeutique, c'est que quand on fait une vision avec la boule de cristal, on est obligé de s'aligner. Si on n'est pas aligné, on ne voit pas. D'un coup, on fait... Et on s'aligne. Quand on finit, on est... au commun. Donc c'est vrai que ça permet en même temps de se rallier. Donc peut-être le côté thérapeutique, je ne sais pas s'il est là, mais... Mais même si on ne connaît pas le chamanisme, on peut faire ça sans problème. Oui. C'est pas Disons que moi je conseille d'avoir fait, il n'y a pas d'obligation, mais quand les gens qui ont fait la formation boule de cristal et runes ont fait après l'initiation. Ah, oui. Parce que par rapport à ceux qui ont fait l'initiation et par rapport à ceux qui ont fait les soins, une différence est énorme. Parce que déjà ils ont le tambour, ils se connectent. Après les images, ça arrive comme ça. Et ceux qui n'ont pas fait l'initiation, ils font la formation, ils voient la boule de cristal, ils peuvent analyser, mais ils sentent que c'est comme s'ils étaient en Wi-Fi, mais avec une barre. Et qu'il y a 4 barres qu'on peut avoir, quoi. Et du coup, ils font l'initiation. Mais donc, c'est mieux de... On peut faire dans un sens ou dans un autre. Voilà, ils sont en direct là. Hein. C'est de voir tout ce que ça peut apporter dans la vision du monde et dans la vie du quotidien. Parce que le but, c'est pas d'être connecté comme ça. Hein. Le but, c'est dans la vie de se sentir bien dans sa peau, d'être bien, de tout ce qui était en friction, n'est passé. Le chemin, c'est ça. Oui. Je veux dire un truc, la thérapie des runes, c'est pas de doute. Ah oui. Si on n'a pas trop confiance en soi, on a un grand papier comme ça, avec doute, barré. Et si on ne le voit pas, il nous l'écrit encore plus gros. Donc, Ouais. c'est exact. oui, C'est vrai on travaille avec le corps, on fait la gestuelle des runes, enfin tout, et on a un dossier comme ça. Et même le chant des runes. Ouais. C'est vrai que cette notion de doute pour les personnes qui sont oui, mais je sais pas si, je sais pas ça. Et après, on se pose plus de questions. Et ça, c'est... merci de cette remarque, parce que c'était... c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, le fait d'enlever le doute. T'as pas de doute, tu y vas. Et ça guide dans la vie aussi, quoi, hein. Que ce soit l'initiation ou les 9 marches. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de... Voilà, tout s'aligne et tout est clair. Tout se réorganise. Tout se réorganise et il n'y a plus le doute, il n'y a plus... Je me disais en arrivant tout à l'heure, il n'y a plus d'hésitation. Est-ce que je fais ça ou ça non, parce que c'est clair. Voilà, c'est le retour. Et moi, j'aime bien les retours parce que c'est du vécu. Oui. Et nous, on les a vus évoluer. Et si on prenait la photo du départ et de maintenant, c'est pas fini, le chemin est pas fini. On a fini le chemin, tous les deux, toutes les trois, parce qu'ici, il y a des personnes qui font des formations en soins. Et aussi, là. Mais donc, ça facilite vraiment, je pense, le quotidien, les prises de décision et une certaine manière de voir la vie. Et pour revenir aux runes, pour terminer là-dessus, les runes, on peut se faire, je dirais, il ne faut pas que ça devienne une drogue, les runes. Il y a des gens tous les jours, ils tirent une rune, ça ne sert à rien, c'est pas bon parce que vous allez vous noyer. Par contre, on peut de temps en temps, quand on a des moments difficiles, quand on a possédé la rune, tirer 2-3 runes et se dire, ok, ça confirme ce que je pensais, même si je le savais, mais ça me le confirme. Donc on peut pas, il faut ne pas tomber dans la manie de prendre tous les jours, mais juste quand il faut. Et là, c'est tout ça. Je vous remercie pour votre attention, votre participation.